Après avoir été fermée pendant 72 ans, la classe de saxophone du conservatoire, dirigée jusqu'en 1870 par Adolphe Sax lui-même, est rouverte en 1942 sous l'impulsion de Claude Delvincourt. L'enseignement en est confié à Marcel Muhl, qui dirigera cette classe jusqu'en 1967, date à laquelle il prendra sa retraite à Sanary. C'est là où nous le retrouvons, 27 ans plus tard. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous en êtes venu à apprendre le saxophone? Oui, c'est extrêmement simple, c'est parce que mon père en jouait lui-même. Il était en province, dans un petit pays de 2000 habitants, où il dirigeait la fanfare. Il avait précédemment été beaucoup à Paris, jusqu'au moment où il s'était engagé pour faire son service militaire, dans une musique. Et ma foi là, comme il était très doué, il avait appris beaucoup de choses. Il avait fréquenté et assisté à beaucoup de concerts. Il avait lui-même des camarades au régiment qui étaient très, très bons instrumentistes, mais pas tellement dans le saxophone, mais plutôt dans les autres. Et ma foi, il avait retenu l'essentiel de tout cela. Il était devenu un excellent musicien amateur. Il jouait le saxophone très bien pour l'époque. On jouait comme cela, n'est-ce pas? On jouait avec un son que j'appellerais le son droit, n'est-ce pas, comme les clarinettistes au fond, pas? On peut avoir une belle qualité de son et puis donner un peu moins d'intensité expressive que l'on le fait maintenant. Mais il était vraiment d'un haut, très haut niveau. Et il m'a appris à jouer comme cela et il m'a mené en somme au maximum de ce qu'il savait faire lui-même. Je suis arrivé même à le dépasser. Les enfants, ça va toujours un peu plus haut. Et puis à la fanfare, j'appartenais à la fanfare, moi, après. Mais la fanfare, c'était peut-être à cette époque la seule possibilité d'apprendre le saxophone. Ah, ben, je pensais bien. Mais comme il était saxophoniste et qu'il dirigeait cette fanfare, il donnait beaucoup d'importance au saxophone, tant par la qualité que par la quantité. Ouais. Je me rappelle qu'on était une douzaine de saxophonistes, sur 40 musiciens, peut-être. Et il préférait cela parce qu'il trouvait que les saxophonistes, même amateurs, jouaient mieux de leur instrument que des trompettistes ou d'autres instruments à embouchure. Alors, peu de temps après, alors ça c'était entre 7 ans et demi et 9 ans. À 9 ans, alors j'ai commencé le violon, le violon, pendant plusieurs années, jusqu'à la guerre de 14, avec un professeur de la sous-préfecture, puisque j'étais en Normandie, professeur de Bernay. Et puis... Vous avez fait du piano aussi? Après, oui, j'ai fait du piano, oui. Alors ça, c'était amusant d'ailleurs. Parce que c'était mon professeur de violon qui me donnait les leçons de piano. Ah bon? Et il n'était pas très très fort comme pianiste, mais enfin, il me faisait travailler tout de même le piano. Bon. Puis un jour, il a décidé, il dit « Oh non, bah maintenant je ne peux pas continuer à te faire travailler. Je vais te faire connaître un professeur de piano de Bernay aussi, qui lui était très bon professeur, un bon pianiste, c'est ça. Et qui a été surpris que je fasse cela. Bon. Et il a dit, bah oui, il a des facilités, il voulait me pousser, me faire travailler en vue de mon admission à Paris. À un point qu'il a donné pendant 1 an, il m'a pris comme élève chaque semaine. J'allais de mon petit patelin là jusqu'à Bernay, et il m'a pris chaque semaine, tout cela gratuitement, pendant 1 an. Puis ma foi, au bout d'1 an, mon père a jugé que ce n'était pas raisonnable de continuer dans ces conditions-là. Il lui a fait savoir vraiment, d'une façon définitive, qu'il ne fallait pas compter que j'aille à Paris, au conservatoire, même si j'en avais la valeur un jour. Parce qu'il n'aimait pas, il avait peur du métier de musicien.
Mon père avait vu à Paris, il avait fait son service militaire en grande partie à Paris, dans une musique. Il avait vu ce qui se passait à l'époque pour les musiciens. La situation n'était pas brillante. Il vivait au cachet, et c'était pas reluisant. Il disait vraiment, c'est pas un métier solide. Alors lui, il ne voyait qu'un métier, enfin, c'était le métier d'instituteur. Alors il trouvait ça tout à fait... Vous avez d'ailleurs été instituteur tout à fait épatant. Eh bien oui, comme il m'a inculqué, non pas cette passion, mais ce désir d'être instituteur, bon, je suis allé d'abord à l'école supérieure, primaire supérieure, puis au bout de 3 ans, l'entrée à l'école normale. Bon, avant c'était automatique. Quand on sortait de l'école normale, on avait un poste. Alors ce qui est assez amusant d'ailleurs, j'ai eu un poste d'instituteur dans le pays où j'avais appris à lire. Bon. Et je me suis retrouvé avec mon ancien instituteur comme directeur. Moi j'étais adjoint. Et en fait, c'est grâce à votre service militaire que vous avez renoué avec la musique. Eh oui. Parce que vous faisiez partie d'une fanfare oui, aussi. je suis arrivé au 5e, ma foi, comme un bon instrumentiste, pris au sérieux par le chef. Le chef me dit, au bout de quelque temps, ne voyez que par moi. Bon, je ne savais pas que je jouais si bien. Enfin, pour lui, ça m'a épaté. Alors, bon, moi-même à Paris, comme mon père l'avait fait, j'ai connu des virtuoses, j'ai connu des grands concerts, j'ai connu des théâtres comme l'opéra comique, où j'allais, ce qu'on appelait au poulailler dans ce temps-là. Mais j'y allais assez souvent, et tout ça m'a formé le goût d'entendre des concerts, je me suis formé le goût en écoutant. Et c'est aussi à cette époque-là que vous avez commencé à reprendre des cours. Oui. Avec Gabriel Guillaume, c'est ça? Ah oui, ça, le violon, oui. Oui. Le violon, au bout de 2 ans que j'étais à Paris, j'ai fait la connaissance de Gabriel Guillaume, qui m'a beaucoup apporté. Mais pourquoi vous n'êtes pas devenu en fait violoniste? Parce que c'était trop tard. C'était trop tard. J'avais déjà 20 ans, ou presque. Oui. Vous ne pouvez pas rattraper ce retard-là. Et vous n'avez jamais regretté par la suite d'être devenu saxophoniste? C'est-à-dire que pendant un temps, oui, j'aurais préféré rester violoniste, évidemment, plutôt que de me consacrer au saxophone. Mais le saxophone, ça a été mon instrument préféré pour une raison, c'est que c'est celui qui m'assurait la subsistance. Il y a eu un concours à la musique de la Garde. En 1923. En 1923, oui. Et c'est là que ça s'est décidé. Autant mon père avait peur pour le métier de musicien, mais il savait qu'à la Garde, il y avait tout de même un certain fixe qui tombait tous les jours. Bon, on fait autre chose à côté, il y avait beaucoup de liberté, comme il y en a encore. Bon. Alors, ça faisait des mois intéressants, beaucoup plus intéressants que celui que je touchais quand j'étais instituteur. C'était un ensemble d'instrumentistes remarquables. Alors, ça faisait un ensemble qui était un excellent moyen de former l'oreille. Et ça m'a beaucoup apporté. D'abord, le répertoire lui-même. Bon, on jouait des transcriptions, bien sûr. Mais enfin, c'était intéressant du point de vue musical. Ça a été une partie de ma formation. Alors, à ce moment-là, déjà, comme j'étais soliste à la musique de la Garde, on me demandait pour aller faire des suppléments dans les concerts. À ce moment-là, il y avait la Société des concerts du Conservatoire, il y avait l'orchestre de Cologne, l'Amoureux, Padeloup. Un jour, j'étais habitué à jouer Werther, et vous savez, de tout cela, je gardais l'empreinte de la jeunesse pour jouer mon instrument. Alors qu'à côté des choses sérieuses, comme Werther ou autre chose, bon, et la Garde, où j'étais soliste, j'étais devenu soliste, bon, on trouvait que je jouais bien. Bon. Mais je jouais comme ça, comme on jouait dans le temps, comme sans expression ondulée, c'était une expression plutôt intérieure. À l'opéra comique, je jouais comme cela aussi, bien entendu. Et un jour, il y a eu un ballet qui comportait des danses de l'époque. Il y avait un peu de tout, il y avait même un foxtrot, il y avait un one-step, il y avait des choses comme ça, c'était un ballet. Avec l'enfant, c'est ça? Un blues, oui. D'Édouard L'Enfant, oui. Un excellent musicien d'abord, qui s'appelait Édouard L'Enfant, oui. Et que je connaissais dans le métier, parce que je faisais beaucoup de métiers dans les orchestres de jazz à ce moment-là, où je jouais différemment d'ailleurs.
Pour quelle raison? Je jouais différemment parce qu'il fallait. Il fallait que le son soit plus ondulé, même à l'excès. Pas beaucoup. Je le faisais d'une façon excessive. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais outré. Bon. Mais j'ai été obligé de m'y mettre, mais à faible dose, je dois dire. Vous parlez du vibrato? Oui, en parlant de je parle du vibrato. À faible dose. Mais quand même, j'étais très coté, même dans les milieux de jazz, j'étais coté pour ma sonorité. Je me suis trouvé donc devant ce ballet où il y avait un blues, et dans ce blues, il avait souligné, il y avait un petit solo de saxophone, il avait souligné très expressif. Bon, j'ai compris tout de suite ce que ça voulait dire, puisque c'était dans le genre du jazz. Moi, je me suis dit, à l'opéra comique, je ne peux pas me permettre ça. Il ne faut pas que je joue comme je joue dans les orchestres de jazz, c'est pas possible. Et j'ai joué d'abord comme je jouais à la Garde, comme je jouais ailleurs. Bon. Et puis, à peine avait joué quelques mesures, il était à la répétition, la première répétition. Alors il bondit vers moi, il me dit, mais vous savez que j'ai mis très expressif, là j'ai dit oui, j'ai vu. Il dit avec vibrato. Je dis comment ça? Je dis vous savez. Mais il dit oui, mais je vous connais, on se connaît, je sais bien comment vous jouez dans les orchestres de jazz et tout. Bah oui, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas le même milieu, c'est pas le même milieu musical. Alors je ne peux pas jouer comme je joue dans les orchestres de jazz. Il me dit si, j'y tiens essentiellement, jouer comme j'ai l'habitude de vous entendre dans ces orchestres, voilà, jouer comme ça. Bon, alors j'ai joué comme ça, j'ai dit, bah, vous le verrez bien, hein. C'est vous qui l'aurez voulu. Bon, puis ma foi, surprise, ça a été accepté. Non seulement accepté, mais il y a eu comme un assentiment général de l'orchestre. Il y en a qui se levaient, qui disaient, tiens, comment ça se fait qu'il y a un nouveau saxophoniste, c'est pas le même. C'était toujours le même, seulement il avait changé son jeu. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a attiré l'attention aussi. Puis j'ai été conseillé par des camarades même de la Garde, ils mais tu devrais jouer comme cela à la Garde, pourquoi pas? Ah bien, je dis oui, on verra ça. Et petit à petit, je m'y suis mis d'ailleurs, en apportant timidement un élément expressif, ce fameux vibrato dont nous allons sans doute reparler. Et puis, ma foi, c'est ce qui a fait mon succès, et c'est ce qui a fait en même temps le succès de l'instrument. Alors je dis toujours, c'était une coïncidence assez bizarre, parce que cette séance de l'opéra comique a marqué une évolution assez sérieuse de ma façon de jouer, qui a d'ailleurs engendré mon succès personnel et surtout le succès de l'instrument. Et c'était un peu de cette époque-là, parce qu'il se trouvait qu'un saxophoniste de la Garde, un saxophoniste en somme classique, quoi, émergeait avec une autre façon de jouer, qui se rapprochait d'autres instruments expressifs eux-mêmes, ne serait-ce que les instruments à cordes, ne serait-ce que la voix aussi, c'est un instrument sérieux. Alors, ce ballet, coïncidence d'ailleurs, s'appelait Évolution. Et ce ballet Évolution marquait mon évolution personnelle. C'était assez amusant. Et petit à petit, je me suis façonné une sonorité moi-même, pour l'adapter à toutes les circonstances dans lesquelles je collaborais, dans tous les orchestres, les grands orchestres. Est-ce que vous vous rappelez de la création du Boléro de Ravel? Ah oui, en 1928. Ça c'était en 28-29, oui. Là, oui, j'ai joué le Boléro avec le vibrato. Oui, alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé exactement? Parce que sur la partition, c'est marqué sopranino en fa. Ça, j'ai jamais... Vous savez que Ravel, on lui parlait difficilement parce qu'il était assez fermé. Oui, on n'avait pas l'occasion de lui parler beaucoup. Alors, quand il venait, il ne disait rien, il aurait fallu lui demander pourquoi. Mais quand j'ai vu la partition avec la partie de saxophone avec trois instruments, il y avait le sopranino en fa, d'après lui. Qui n'existe pas. Moi, j'en ai jamais vu en tout cas. Mais il y avait des instruments en fa dans l'Europe centrale, certainement, parce que je me rappelle avoir joué une chose d'un compositeur, je ne me rappelle même pas le nom, mais il avait mis un saxophone alto, lui, en fa.
Bon. C'est dire qu'il voyait le saxophone en fa comme les cordes, je ne sais pas, enfin. Bon. Et il avait donc mis une partie au sopranino en fa, mais sopranino en fa, il ne pouvait pas faire tout le thème, c'était pas possible. Il y avait le grave qu'il ne pouvait pas faire. Et il avait ajouté le saxophone soprano en si bémol. Bon. Alors, comme c'était le thème complet, moi, je n'ai jamais joué de sopranino, qu'il soit en mi bémol ou en fa, je n'en ai pas joué. J'ai toujours joué ça à la création, à l'opéra, puisque ça a été créé à l'opéra. J'ai toujours joué au soprano, et personne n'a jamais rien dit. Même Ravel? Et lui-même n'a rien dit. C'est donc, je pense que c'était une erreur, moi, de sa part. Je crois. C'est bizarre, d'ailleurs, pour lui. Bon. On n'ose pas dire qu'il a fait une erreur, parce que c'était un orchestrateur. Malgré tout, il ne maniait pas le saxophone comme les autres instruments. Il n'avait pas l'occasion. Alors, mais comme il n'a jamais rien dit, et c'était plus logique que nous le jouions, quand même. On n'imagine pas le trombone, par exemple, commençant par une trompette. Et puis la partie grave faite par le trombone. Il n'y a pas de raison. Et vous avez joué aussi le boléro sous les directions de Karajan. Que pensez-vous du chef d'orchestre? Ah, il m'avait impressionné. J'avais trouvé que c'était un chef d'orchestre remarquable. Il obtenait un résultat sensationnel avec l'orchestre, évidemment. C'était très sérieux. Et le boléro même, il l'avait disséqué, bien fait travailler rythmiquement, tout ça, c'était très en place. C'était l'exécution dont on pouvait rêver. Vraiment, c'était excellent. C'est comme ça que Karajan, donc, a découvert le saxophone, comme on le jouait. Est-ce qu'il appréciait le saxophone? Mais oui, ça l'a surpris. Il vient vers nous. Je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il n'est pas content ou bien quoi? Mais pas du tout. Il est venu nous féliciter et puis se renseigner de comment on obtenait cela. Tout ça, il a voulu qu'on lui fasse une démonstration. Voilà, et c'est comme ça qu'il a été conquis, mais vraiment conquis de telle façon que des années après, il demandait des saxophonistes français, en l'occurrence c'était Daniel de Faillet, et puis un de ses camarades, soit Jacques Théry ou un autre, pour aller jouer le boléro à Berlin avec lui, et partout. Et il y tenait essentiellement, parce que vous savez que Karajan c'était un peu la dictature, hein. Il faisait ce qu'il voulait là-bas, comme chef. Il employait qui il voulait. S'il tenait un élément, on ne pouvait pas lui refuser. Il est allé jusqu'à offrir son avion une fois à Daniel pour qu'il puisse arriver à temps à la répétition qui avait lieu le lendemain. Il vous est arrivé de remplacer au pied levé la trompette. Ah oui, ça c'est une anecdote amusante, oui, bien sûr. Oui, alors ça c'était Casals, c'était au festival de Prades. C'était Casals qui dirigeait ça. Et surtout du Bach, c'était pas principalement. Lui-même jouait aussi en soliste. Bon. Et puis, ma foi, on avait engagé, c'est pas lui, mais un trompettiste, je crois que c'était un Anglais, et quand le trompettiste est arrivé à la répétition, Casals prenait des mouvements un peu rapide. D'habitude, on ne jouait pas si vite. Alors, le trompettiste, un peu affolé, n'en est pas sorti. Bon, dès le démarrage, ça n'a pas marché. Alors, Casals n'était pas content. À ce moment-là, il y avait très peu de trompettistes qui pouvaient jouer ça, c'est pas le cas maintenant. Il joue ça avec la petite trompette et ça va tout seul. Mais dans ce temps-là, on parle d'il y a bientôt, pas 50 ans, mais 45 ans. Alors, ou 40 ans. C'était pas répandu. Il y en avait 3 ou 4 qu'on citait, mais aucun n'était libre. Alors, c'est un violoncelliste de l'époque, Paul Tortelier, un violoncelliste remarquable, et qui a suggéré à Casals de me demander de jouer ça au saxophone. Casals a dit, mais comment, c'est pas possible. Ah ben si, vous allez voir, il l'a déjà fait. Bon, je l'avais déjà fait jouer avec Munch une fois. Bon, alors, si, vous allez voir. Première répétition, premier mouvement du concerto brandebourgeois.
Bon, alors, beaucoup plus vite que ça d'ailleurs. Et puis, au saxophone, c'est pas tellement difficile. Alors, ça l'a étonné. Si bien qu'à la fin du thème, là, à l'entrée, il dit « Bravo, monsieur !» Il dit « C'est amusant, ça c'est le côté anecdotique. » J'en revois la scène comme si j'y étais encore. Et vous avez créé le Concertino da Camera d'Hibert en 1937, alors qu'il était dédié au saxophoniste américain Sigurd Rascher. Oui, ben, Rascher l'a créé ailleurs, lui. Il ne l'a pas créé en France, mais il l'a créé ailleurs. Et pourquoi Hibert a noté sur la partition des harmoniques? Et parce qu'il lui a fait une démonstration comme cela. Alors ça l'a épaté, Hibert. Bon. Puis après, quand il me l'a soumis, je lui ai dit non, moi, vous savez, je ne jouerai pas ça. Non, non, non. Alors il me dit, oh, mais non, mais j'ai une version en dessous, là, je verrai. Et c'est lui, à la suite de cela, qu'il a dit, ben, je préfère comme ça. Je ne l'ai pas fait dire. Et justement, j'ai eu des réflexions. La première fois que je l'ai joué à la radio, avec un chef d'orchestre qui s'appelait René Baton, et qui dirigeait à la radio à ce moment-là, très souvent. Et c'est avec lui que je l'ai créé à la radio. D'ailleurs, on avait répété ensemble chez Hibert, avenue d'Elo, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il aimait beaucoup cette œuvre-là. Il aimait le larghetto, me dit tout ça. Il dit, oh, on dirait une voix de femme, une voix de terre. Bon. Ben oui, ben si on fait des harmoniques, c'est pas ce que c'est. Hein, c'est peut-être un rossignol, mais j'aime mieux le rossignol. C'est une pièce qui vous tient beaucoup à cœur. Bah, c'est-à-dire, je l'ai joué beaucoup. Je l'ai beaucoup. Oui, oh bah, puis je connaissais bien le compositeur, je le voyais très souvent. Je peux dire que je le voyais toutes les semaines, ou presque. Parce qu'il faisait une quantité de musique de film. Il mettait toujours un saxophone. Et un saxophone éloquent. On entendait parler. Comme ça qu'il le construit. Vous avez décidé de former un quatuor de saxophone en 1927 alors qu'il n'y avait pas encore de répertoire. Comment réagissait le